Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la CSRD et aux défis qui posent pour les entreprises. Je suis Sarah Savio, responsable du groupe marketing chez Talentia Software et aujourd'hui je suis accompagnée par des special guests. On a Gabriel Remogement et Sébastien Samuel. Bonjour de L1. Je vous laisse tout de suite vous présenter à notre audience dans un instant. Et Dominique Di Grande qui est Product Evangelist chez Talentia Software. Donc, aujourd'hui, on parle de CSRD et des défis. Comme vous le savez, la nouvelle directive européenne, Corporate Sustainability Reporting Directive, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 et, sooner or later, on va impacter tous les PME et les grandes entreprises cotées en bourse. Donc, cette nouvelle directive fixe des obligations, on le sait, et des obligations pour faire des rapports extra-financiers, et notamment sur le ESG, donc environnement, social et gouvernance. Ça pose des défis, évidemment, et des niveaux de complexité qu'on va aujourd'hui discuter avec nos invités. Donc, je vous laisse vous présenter, Gabriel et Sébastien, et Ella. Merci Sarah, bonjour à toutes et à tous. Je suis Sébastien Samuel, je suis cofondateur de L1 Earth que Gabriel va présenter juste après. Pour ma part, j'ai un parcours dans l'automobile, dans l'industrie, pendant 26 ans, où j'ai occupé plusieurs fonctions différentes au sein d'un seul constructeur automobile, et donc l'ingénierie, la prévente, la stratégie, la supply chain, donc avec une bonne compréhension des mécanismes de l'industrie automobile et donc de l'industrie en général. Et donc, avec aussi une spécialisation sur la partie management, conduite du changement et réduction de l'empreinte carbone des entreprises. Et donc, on a fondé une entreprise avec Gabriel, que je laisse se présenter juste après moi. Merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Gabriel Remogement, cofondateur de L1 Earth avec Sébastien. Mon parcours professionnel se répartit pour moitié sur du conseil en stratégie et sur de l'opérationnel, avec des majeurs sur les achats internationaux et sur la supply chain. Et après 26 ans de parcours professionnel, justement, avec Sébastien, nous avons décidé de nous engager sur la transformation environnementale. Et pour ce faire, nous avons fondé L1 Earth. Alors, je vais vous présenter L1 Earth en quelques mots. Sur les écrans s'affiche une rapide présentation de qui nous sommes en fait. L1 Earth, ou L1 pour les intimes, j'ai envie de dire, est une société de conseil en stratégie opérationnelle qui propose d'engager les entreprises dans leur transformation environnementale, depuis l'idée jusqu'à la réalisation. Alors, la naissance de L1 découle de deux constats. Un premier constat qui est une pression de toutes parts qui s'exerce sur les entreprises pour changer et s'adapter aux conséquences des enjeux environnementaux et sociaux et de gouvernance, le ESG. Cette pression, elle est aussi bien à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur, concerne le business, la finance, les ressources humaines, bref, de toutes parts. Le deuxième constat, c'est que face à cette pression de changement, on est devant de l'inédit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tellement se retourner vers le passé pour arriver à construire ce changement. On a besoin de faire preuve d'audace, de trouver des solutions un peu en rupture, et ceci est radicalement nouveau. Et donc, face à ces constats, ce que L1 propose, c'est tout simplement un conseil qui soit à la fois la tête et les jambes, c'est-à-dire la pensée et la concrétisation de la transformation pour accompagner les changements de business model et de modèle opérationnel des entreprises. Merci beaucoup. Et donc, je laisse la parole à Dominique pour se présenter Talentia. Très bien, merci Sarah. Donc, Dominique Di Grande. Alors, moi, j'ai un rôle de Product Evangelist chez Talentia. Donc, le mot important, c'est vraiment l'aspect produit. Donc, Talentia, pour ceux qui nous connaissent pas, est vraiment une société qui vient du Corporate Performance Management. C'est aussi, en fait, mon background. Ça fait 30 ans que je travaille sur ce sujet en Europe. Et en fait, aujourd'hui, je suis basé dans notre succursale en Suisse qui, elle, s'occupe en fait du marché d'art. Donc, le Corporate Performance Management, de notre point de vue, c'est vraiment en fait le pilotage de l'entreprise, et l'ESG, quelque part, rentre dans ce cadre et doit être pris en considération comme tel. Et évidemment, la solution accompagne, mais elle doit évoluer aussi, et c'est ce rôle de Product
evangelist manager qui est le mien et qui me permet en fait de faire entrer dans le produit tout ce qui est nécessaire pour traiter et automatiser au mieux tout ce qui est lié en fait à la dimension ESG au sein des sociétés en Europe. Donc Talentia est une société qui s'adresse principalement aux ETI et elle-même une ETI, comme on le voit. Je l'ai déjà mentionné, notre marché, c'est vraiment l'Europe. Donc, on connaît très bien, en fait, toutes les différentes spécificités du marché européen. Et j'ai envie de dire peut-être un dernier mot sur la solution. Finalement, on a toujours voulu s'adresser aux ETI avec une solution qui était très facile à mettre en œuvre et très facile à faire évoluer. Et dans le monde de l'ESG aujourd'hui, c'est un vrai différenciateur car on est sur quelque chose qui évolue en permanence où une démarche itérative est absolument nécessaire. Et donc, je pense que la solution Talentia CPM, qui était initialement pensée pour les ETI, et aujourd'hui fait très bien l'affaire également pour des plus gros groupes, mais qui ont besoin de cette agilité. Donc, en gros, voilà une espèce de biographie mixte entre ce que je fais et ce que fait Talentia. Donc, vous voyez qu'il y a une forte passion finalement par rapport à ce nouveau marché qui s'ouvre pour nous et de nouveaux défis pour nous et pour vous que nous allons adresser ensemble. Merci beaucoup, Dominique. Donc, maintenant qu'on a fait les présentations, on aimerait bien aussi interagir un peu avec vous, notre public. Et donc, on va vous poser 3 questions, façon de vous avoir un peu dans la salle avec nous pendant qu'on présente. Et on prendra donc, vous avez 3 questions et on verra avec la partie questions et réponses à la fin vos réponses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans les chats et on prendra 10 minutes à la fin pour y répondre et voir les résultats. OK? Donc, on démarre avec les questions. Aujourd'hui, on va faire un peu de vocabulaire, un peu de overview de la situation pour les entreprises. Donc, ma première question, c'est pour Sébastien et Dominique. Comment les entreprises aujourd'hui approchent la CSRD? Quelles sont vos impressions? Je démarre, OK. Alors, peut-être au niveau de l'impression, je peux vous parler en fait des 9 derniers mois où on a rencontré une bonne centaine en fait d'entreprises et d'autres intervenants actifs sur le marché de l'ESG. Donc ça montre déjà en fait que c'est vraiment un sujet dans l'air du temps. Alors évidemment, étant donné que le sujet est réglementaire, on comprend bien que tout le monde s'y intéresse, mais en tout cas, il y a une dynamique autour de cette problématique qui est très forte. Après, notre observation par rapport à comment on s'y prend, c'est vraiment l'exercice de cocher des cases pour produire le premier rapport. Et c'est vrai que si cette démarche un peu ad hoc peut fonctionner, elle est un peu chaotique quand même, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde en fait la CSRD et son standard, en fait, le SRS, c'est quand même relativement sophistiqué et relativement ambitieux. Et je pense que de notre point de vue, c'est tout à fait justifié par rapport à l'objectif à long terme qu'on souhaite se fixer. Mais néanmoins, pour chacune des sociétés, l'idée d'avoir des objectifs à composante stratégique pour mettre en œuvre le standard ESRS est probablement quelque chose auquel il faut penser dès le début. Parce que, une fois de plus, une démarche sans objectif pour un projet qui est à horizon long terme, c'est difficile en fait à piloter. Donc ça, c'est vraiment la première impression, c'est de se dire, OK, il faut très rapidement produire quelque chose, mais essayons quand même de donner de la visibilité à ce projet qui ne va pas durer 1 ou 2 ans, mais qui va nous accompagner pendant plus longtemps. En fait, moi, je vais aller dans le sens de ce que dit Dominique. En fait, si on regarde ce que l'EFRAG a voulu faire en lançant la CSRD, c'est faire un projet de transformation pour questionner les entreprises sur leur business model. Et en fait, c'est pour ça qu'avec L1ers, on s'est intéressé à ce sujet. Ce n'est pas parce qu'on aime le réglementaire qu'on a envie de faire des reporting. Et quand on regarde ce que font les entreprises actuellement, en fait, le constat est le même. C'est-à-dire que la plupart des grands groupes qui ont commencé se sont dit il faut qu'on sorte un reporting, donc on va s'attacher à faire l'écart entre ce qu'on nous demande et ce qu'on a. Donc, ils sont attachés à essayer de trouver les données qu'ils n'avaient pas, les données qu'ils avaient, et puis essayer de faire le travail tout de suite avec leur cabinet d'audit
en se disant autant travailler avec la police pour être sûr qu'à la sortie, ça soit bon. La police n'étant pas péjorative dans mon propos. En se disant, faut qu'on soit bon. Et donc, c'est plutôt un objectif de compliance qui a été pris. Et donc, sans passer vraiment beaucoup de temps sur les étapes amont qui sont plus stratégiques et sur lesquelles on reviendra. Donc, vraiment une focalisation résultat sur lesquels certains sont en train de revenir en se rendant compte que finalement, en passant trop vite sur les premières étapes, finalement, les étapes aval deviennent compliquées. Voilà ce que je dirais. Ok, merci beaucoup pour cette première overview des impressions. On va partir un peu sur le vocabulaire. Donc, Gabriel, quand on parle de CSRD, on parle souvent d'analyse de double matérialité. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Oui, tout à fait. C'est un élément central de la démarche de la CSRD. Et comme tu l'as dit, Dominique, c'est aussi le moyen de penser l'objectif en même temps que la démarche. Alors, pour résumer l'analyse de double matérialité, je dirais que en premier lieu, c'est un travail obligatoire par lequel on doit examiner pas seulement les risques et les opportunités, ça on reviendra là-dessus je pense tout à l'heure, mais surtout les impacts. On va mesurer quelles sont les incidences que l'entreprise peut avoir vis-à-vis de son environnement, de même que les impacts qu'il peut y avoir pour l'entreprise, pour sa performance financière, performance économique. Donc, c'était cette histoire de double matérialité d'impact et matérialité financière qui doit être prise en compte. Et ça, c'est un exercice qui est vraiment nouveau. Alors, face à la nouveauté de cet exercice et peut-être un petit peu la complexité pour le prendre en main, on a peut-être vite fait de plonger à fond dedans et peut-être de se noyer un peu, alors que c'est exactement le contraire qu'on veut vous inviter à faire, c'est-à-dire à prendre un petit peu de recul et à vous interroger sur ce qui est essentiel et sur le niveau auquel il convient de répondre. Et pour ça, je pense que c'est important d'avoir en tête le fait que la CSRD, ça va être tous les ans de manière de plus en plus riche, de plus en plus sophistiquée, et qu'on n'attend pas des entreprises qu'elles aient des réponses à toutes les questions dès la première année, mais plutôt qu'elles soient en capacité d'identifier quels sont les sujets et de se mettre en situation d'y répondre. C'est plutôt ça l'esprit de la CSRD. Le point suivant que je voudrais mentionner, c'est aussi le fait d'établir des priorités justement dans ces actions. Vous n'allez pas répondre à tout, donc vous allez choisir, surtout cette année, quelles sont les actions, quels sont les sujets sur lesquels vous allez avoir envie de vous exprimer et quels sont ceux que vous allez laisser à développer pour les années futures. Enfin, bien sûr, vous allez les traiter un jour ou l'autre, mais ça ne sert à rien de remplir un peu trop sa coupe dès le début. Et enfin, pour terminer, plutôt que de rentrer dans une logique de compliance, de mise en conformité, vous avez l'opportunité, si le cœur vous en dit, mais on vous le conseille, de prendre un petit peu de recul et d'aborder le sujet de la CSRD comme une opportunité de réfléchir aux priorités stratégiques de votre entreprise. Et il se trouve que cette analyse de double matérialité vous y invite avec beaucoup d'efficacité quand l'exercice est bien fait. Oui, c'est justement l'objectif, c'est de prendre comme une opportunité justement pour en faire le maximum de bénéfices pour l'entreprise en soi-même. Merci beaucoup, Gabriel. Sébastien, on parle souvent aussi de parties prenantes. C'est quoi des parties prenantes? Alors, Gabriel l'a cité, en fait, il a cité cet exercice d'analyse des impacts, des risques et des opportunités. Ce qui est aussi nouveau, c'est que quand on fait une cartographie des risques, habituellement dans l'entreprise, qui est un sport assez pratiqué, c'est un exercice un peu fait en interne. Et là, on a l'opportunité avec l'analyse de double matérialité, et plus que l'opportunité, c'est même une demande, d'avoir une vue outside-in avec des contributions extérieures. Donc les parties prenantes, c'est finalement l'ensemble des communautés humaines, au sens vraiment très large, qui peuvent être affectées de près ou de loin, en positif ou en négatif, par l'activité de l'entreprise. Et donc, il va s'agir de les consulter pour qu'elles nous disent quels sont les impacts majeurs ou les attentes majeures qu'elles ont vis-à-vis de l'entreprise dans son business et dans ses impacts sur son environnement, que ce soit l'environnement physique ou l'environnement social. Et donc, on peut les classer dans différents cercles, alors habituellement du plus proche au plus lointain. Et ça peut être la sphère publique, la sphère privée. On peut aussi séparer entre le direct et l'indirect. Donc, les parties prenantes, ça peut être les collaborateurs,
ça peut être les organismes professionnels, ça peut être des ONG, les pouvoirs publics, les communautés qui vivent à côté des sites de fabrication ou à côté des mines d'extraction de matières premières pour certains. C'est les fournisseurs, les clients. Donc, c'est très large. Et en fait, ça permet vraiment d'analyser toute la chaîne de valeur dans l'entreprise, de l'amont à l'aval. C'est ça qui est super intéressant. C'est-à-dire qu'on sort de la sphère interne de l'entreprise et on va regarder finalement sur toute la chaîne quels sont les impacts, les risques et les opportunités. Et on a un feedback. Ok, très bien. Merci beaucoup pour avoir clarifié du coup ce concept. Maintenant, Gabriel a un peu évoqué, mais on voudrait y aller plus dans les détails, Dominique, et après je reviens aussi avec toi, Gabriel, sur les points clés pour bien gérer le projet de la CSRD. Ok. Alors effectivement, bon alors c'est un sujet qui est relativement vaste et je reviens à chaque fois quand même sur ce que je mentionnais avant. On n'est pas obligé de tout faire la première année, donc il est vaste. C'est clair, mais on va pouvoir en fait dérouler le projet sur la durée. Donc, par rapport à, on va dire, aux bonnes pratiques d'aborder le projet, j'ai envie de dire, il y a évidemment en fait l'aspect pratique à pas négliger, mais on va y revenir probablement plus tard. Mais il y a aussi en fait, et j'y reviens en fait, cette notion d'objectif. Et quand on parle d'objectif, il n'y a pas forcément un seul objectif. Parce qu'on voit, par exemple, alors évidemment, avec les parties prenantes, c'est évident que chaque partie prenante va avoir ses propres objectifs. Après, c'est vraiment à la société de décider si elle les prend en considération ou pas. Mais l'avantage, en fait, c'est d'avoir discuté avec les parties prenantes, c'est au moins de savoir qu'il existe l'objectif. Et ensuite, si je reviens à un niveau peut-être un peu plus élevé, rien que sur la notion de développement durable, j'ai envie de dire, il y a parfois une incompréhension. Parce qu'au début, quand on faisait les entretiens avec les clients, on était très orienté sur la soutenabilité de notre mode de consommation. Et donc, les gens dans les entreprises me disaient, oui, mais ce n'est pas au rôle de l'entreprise, en fait, de sauver la planète. Et c'est juste. Alors, l'entreprise peut y contribuer, et donc elle peut définir cet aspect-là comme un de ses objectifs. Mais un autre objectif, quand on parle de développement durable, c'est également le développement durable et pérenne de la société elle-même. Et dans ce cas-là, on a un deuxième objectif stratégique qui est la dimension de résilience du modèle opérationnel. Tout à fait. Et là, clairement, on a deux objectifs qui sont différents dans la forme et dans le fond, mais ce n'est pas gênant. On va les décliner les deux avec des plans d'action et on va exécuter des plans d'action et ensuite on va raconter ce qu'on fait, ce qu'on atteint comme objectif et comment on fonctionne. Et ça va faire partie intégrante du rapport et on va regarder ça sous deux angles différents. Donc je pense que l'idée n'est pas de se dire il y a un objectif, le Graal absolu, et on se focalise sur ça. Non, il peut y avoir plusieurs objectifs. Au fur et à mesure qu'on discute avec les parties prenantes, les objectifs s'enrichissent. Et ensuite, on décline et on exécute. Et quand on parle de ça, finalement, on est sur du pilotage. Ce qui me ramène en fait à notre introduction du Corporate Performance Management. L'ESG, quand il se rattache en fait à des objectifs, c'est du pilotage finalement de l'entreprise et une garantie en fait d'avoir une bonne image sur le marché et d'avoir en fait une chaîne de valeur résiliente avec une volatilité qui augmente. Donc voilà, la mise en œuvre pratique, on va en discuter, mais de prendre du recul, c'est c'est vraiment ton credo. De prendre du recul avant, je pense que c'est nécessaire. Oui, bah justement, je vais rebondir là-dessus. Les points clés sur une bonne gestion de projet, je vais en citer 5, ils seront rapides, mais le premier, c'est la prise de recul, justement. Savoir quelle est la finalité qu'on poursuit quand on se lance dans la démarche pour qu'il y ait une bonne adéquation des moyens par rapport à l'objectif et qu'on soit capable de mobiliser qui il faut et les outils qui vont bien. Donc ça, c'est le premier point. Prendre recul, faire, j'ai envie de dire, un peu un exercice d'hygiène intellectuelle avant de se lancer à court perdu dans la bataille pour se dire, mais au fond, où est-ce que je vais et de quoi j'ai besoin pour arriver au bout sans m'épuiser. Le deuxième point, c'est penser à viser l'esprit plutôt que la lettre. Ça peut paraître surprenant, on se dit, bah tiens, c'est du réglementaire, il faut être très scolaire et puis cocher les cases. Bah non, en fait, l'EFRAG est très clair là-dessus.
ce qui est important, c'est de vous engager dans une démarche qui va vous permettre d'améliorer la durabilité de votre entreprise. Et ils ont bien conscience que tout ne sera pas disponible dès le début. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète parce que c'est très important. Et donc, l'important, c'est de suivre cet esprit, d'aller vers une entreprise plus durable que tu citais, Dominique. Le troisième point, c'est être en capacité d'impliquer toutes les parties prenantes, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'entreprise, et de les mobiliser. Alors d'abord de les identifier, mais aussi de les mobiliser suffisamment tôt en avance, parce qu'il va leur falloir un petit peu de temps pour réagir. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain avec un claquement de doigts. C'est un sujet qui n'est pas forcément très glamour, donc il va falloir penser à stimuler tout le monde pour qu'ils y trouvent un intérêt et qu'ils y mettent un petit peu de paillettes. Le quatrième point, vous l'attendiez peut-être, c'est les données. Alors oui, c'est bien tout ça, mais à la fin, c'est quand même des données qu'il faut récupérer. Et des données, il y en a qui sont quantitatives, donc on va les trouver dans des systèmes, ou alors qu'il va falloir aller récupérer. Et puis il y a des données narratives, et ça, c'est une autre paire de manches que d'aller les récupérer. Donc, pensez très tôt aux données dont on a besoin, je pense qu'on y reviendra, et puis se mettre en situation de les capter, et de les capter d'une manière durable, voire industrielle même, pour les années futures. Et mon cinquième et dernier point, c'est tracer la démarche. En fait, quand il s'agit de se mettre en conformité, la donnée est importante, mais les conditions dans lesquelles on les a obtenues et la capacité à venir confirmer que la donnée a bien la valeur qu'on a déclaré qu'elle valait est aussi important. Et donc, ce sujet de traçabilité, de processus de construction de la donnée qui soit auditable, de piste d'audit, dirait-on, est particulièrement important à prendre en compte dès le début. Très bien, on voit qu'il y a plusieurs sujets qu'on a évoqués qui reviennent dans tes points clés, donc c'est une bonne synthèse. Et ton premier point, c'est justement prendre du recul. Ça veut dire aussi prendre du temps pour comprendre quelles sont justement les priorités. Et on se dit qu'aujourd'hui, on a toujours l'impression au niveau professionnel et parfois même personnel qu'il n'y a pas le temps. On est pressé par le temps et on n'a pas trop la chance, l'opportunité de justement prendre ce temps au début du projet. Donc, Dominique, qu'est-ce que tu en penses? En fait, ça ne serait pas plus simple du coup pour les entreprises d'appuyer sur un outil pour leur faciliter la vie? Alors, effectivement, la question, en tout cas, se pose. Ça, la question se pose. Et donc, je vais essayer d'y répondre avec 4 points. Alors, le premier point, je pense, fait référence aux parties prenantes, aux communautés qui souhaitent obtenir de l'information. C'est vrai que dans le monde du reporting financier, en général, une fois qu'on a fourni de l'information aux investisseurs, aux actionnaires, aux autorités de réglementation, on a couvert le périmètre et souvent, les attentes sont relativement proches. Dans le monde de l'extra-financier, avec les parties prenantes, on peut avoir des audiences très, très diverses. Et aussi en termes de maturité, de compréhension de l'information, on peut aussi avoir en fait une très grande diversité. Donc, l'idée de l'outil, c'est de dire je fais un travail de collecte une fois, donc c'est vraiment ma version de la vérité, et ensuite, j'ai cette capacité de produire une information plus synthétique, plus graphique, plus dynamique pour les différentes parties prenantes à la fréquence souhaitée. Mais j'ai une version de la vérité. Et cette version de la vérité, on en parle depuis 20 ans dans le monde de la data, énormément dans le monde de la donnée financière. Mais là, c'est encore plus important parce que plus je diffuse et plus j'ai besoin d'être certain que mon socle de données est unifié. Donc ça, c'est un premier point, à mon avis, qui justifie le choix d'un outil dès le départ, peut-être encore plus qu'avec les données financières. Le deuxième point, et ça c'est souvent une discussion que j'ai l'occasion d'avoir quand le chef de projet CSRD, pour l'appeler simplement, ne vient pas du monde de la finance,
souvent, ils ne se rendent pas compte en fait que dans la production du reporting financier, il y a eu en fait une augmentation de maturité des outils dans les 20 dernières années absolument phénoménale. Il y a 20 ans, il fallait 3 mois pour produire un résultat financier et le mettre à disposition. Il y avait des équipes entières qui travaillaient. Aujourd'hui, on est capable de produire l'information mensuellement, à la clôture, en quelques jours. Quand les cabinets d'audit posent des questions, on a toute la piste d'audit à disposition, on est capable de répondre rapidement. Donc, on a une maturité aujourd'hui dans les outils du reporting financier qui a énormément progressé ces 20 dernières années. Ce serait vraiment dommage de ne pas utiliser cette maturité qui amène en fait évidemment la productivité également pour la partie extra-financière. Le troisième point, je l'ai mentionné au début, je crois, c'est l'ESG est un sujet opérationnel. Donc, c'est un sujet qui touche toutes les parties de l'entreprise et d'ailleurs qui touche aussi de nombreuses parties en dehors de l'entreprise. Et à partir de là, c'est un sujet qui demande de la décentralisation dans la collecte. Et même si au départ, parce que voilà, il faut rester raisonnable dans les objectifs, je commence sur un périmètre restreint pour apprendre, pour me faire la main, pour construire en fait mes premiers résultats, petit à petit, je vais vouloir faire participer de plus en plus de personnes parce que ce sont elles qui savent ce qui se passe un peu partout dans le monde, un peu partout dans la chaîne de valeur. Et cette participation accrue va demander également en fait la capacité en fait à gérer tout ce processus efficacement. Et le dernier point, c'est vraiment lié à une objection que j'obtiens souvent, qui est de dire non mais comme on ne sait pas ce qu'on veut faire, on utilise Excel. Et je suis intimement convaincu que utiliser Excel pour un certain nombre de choses, c'est extrêmement productif puisqu'en fait c'est un outil de productivité individuelle. Et nous-mêmes en fait dans la solution Talentia CPM, on s'appuie énormément en fait sur toute la suite Office, Excel, PowerPoint, Word, pour tout ce qui est front-end, la partie utilisateur, créer des formulaires, créer des rapports, créer des présentations. Par contre, la donnée elle-même, on ne la stocke et on ne la laisse jamais dans l'environnement Office. On la repousse toujours dans une base de données. Et en fait, c'est ça qui nous permet de bien fonctionner sur le cycle de vie de la donnée, quantitative et non quantitative, et de toujours savoir en fait qui a modifié quoi, quand, pourquoi il a modifié, il a mis un commentaire, il a mis une pièce jointe, il a documenté en fait le processus. Donc le cycle de la vie de la donnée est totalement sous contrôle. Et puis bon, par rapport à mon point numéro 1, le seul moyen d'avoir une seule version de la vérité, c'est d'avoir une seule version de la donnée. Et pour avoir une seule version de la donnée, elle ne doit pas être dans le rapport Excel, elle doit être dans la base de données. Donc oui, Excel, c'est fantastique. Nous, on l'utilise énormément tous les jours. Mais par contre, chaque fois que vous fermez Excel, toutes les données sont repoussées dans la base. Donc voilà, c'était un peu mes 4 points en fait. Mais j'ai peut-être oublié quelque chose. Moi, j'ai envie de réagir à ça. En fait, tu as parlé du cycle de vie de la donnée, d'une seule version de la vérité. Il y a un nouveau challenge avec la CSRD qui est la donnée narrative non structurée. Il y en a 70%. Donc tout ce que tu as dit était déjà vrai sur la donnée quantitative. Sur la donnée qualitative, ça dit encore plus vrai. Parce que les contributeurs sont multiples. Ils ont tous une façon de s'exprimer, d'écrire. Ça va être utilisé dans des supports différents en fonction de la cible. Et donc, il y a vraiment un réel enjeu, et ça, on le voit avec les clients avec lesquels on travaille, à structurer tout ça. Sinon, c'est un cauchemar. À la fois dans la récolte et dans la réutilisation. On est amené à réécrire des choses qu'on a déjà écrites et ensuite s'assurer que ce qu'on a écrit à gauche est cohérent avec ce qu'on a écrit à droite. Donc, c'est un vrai enjeu et un outil qui a beaucoup de sens dans ce domaine-là. Et justement, Sébastien, parce qu'on parle de données et c'est pas seulement une question de quantité, mais aussi le détail approprié qui est nécessaire. Comment une entreprise peut comprendre le niveau, comment il peut fixer le niveau de détail approprié? En fait, quand on parle de détail de données, on peut voir le verre à moitié vide, qui est de se dire, oh là là, la CSRD c'est compliqué, il y a 12 thèmes, ça se décline en directives. Et puis, une fois qu'on a décliné en directive, ça peut arriver à plus de 1100 data points. Ça, c'est la façon de voir un peu
pessimiste. La façon optimiste, c'est de se dire, la CSRD, c'est d'écrire aussi une méthode. Et en fait, la méthode, telle que Gabriel et Dominique l'ont exposé tout à l'heure, elle consiste à commencer par une analyse de la chaîne de valeur avec la fameuse analyse de double matérialité. Et c'est cet outil-là, s'il est bien fait et s'il commence bien par l'analyse des incidents, des risques et des opportunités, qui permet de faire le filtre et de se dire à quel niveau je dois me placer. Est-ce que mon sujet, c'est les conditions de travail ou est-ce que c'est les conditions de travail dans ma chaîne de valeur et sur le sujet, par exemple, du dialogue social ou est-ce que c'est autre chose? Et donc, de faire ce filtre, de se positionner au bon niveau des problématiques de l'entreprise sur lesquelles, finalement, je dois mettre la priorité parce que c'est là que j'ai un impact ou c'est là que j'ai un risque. En fait, la CSRD, ce n'est pas un exercice où on demande de s'engager sur tout et de s'engager sur des résultats. On demande de s'engager avec transparence sur les plans d'action qu'on met en place pour traiter ses priorités. Et donc, si on fait bien le travail d'analyser sa chaîne de valeur, d'identifier les impacts, les risques, les opportunités, de choisir ceux qui sont prioritaires, automatiquement, on va filtrer derrière les données auxquelles on va devoir s'intéresser et ensuite faire le reporting. Si on commence par la fin, on prend tout et on fait le tri après. Ça devient beaucoup plus difficile. Voilà. Si on ne commence pas par les gros cailloux, il n'y a plus de place pour le sable. Merci beaucoup. Est-ce que donc tu voudrais ajouter quelque chose? Oui. Alors, oui, peut-être, bon, 2 mots. Finalement, il y a 3 phases dans cette thématique ESG. La première phase était vraiment celle qu'on a vue pendant les 10 dernières années, où on mettait 2 personnes dans une salle et on leur disait allez-y, trouvez-moi des données et produisez-moi un rapport. Donc là, on était vraiment sur quelque chose de très centralisé et de très, on va dire, synthétique, mais où on avait énormément de mal à comprendre la problématique en profondeur, et donc on n'arrivait pas à engager de vrais projets de transformation. Et de ce point de vue-là, la CSRD, et c'est pour ça que je disais au départ que c'est une méthodologie qui est relativement sophistiquée, mais elle accompagne les entreprises dans la collecte de l'information pour qu'elles soient en capacité plus tard d'engager vraiment des projets de transformation. Et donc, mon point, c'est par rapport au niveau de détail des données. Il y a maintenant cette réponse réglementaire à apporter où il faut plus de données. Et ensuite, les projets de transformation, de transition eux-mêmes vont avoir besoin de données puisqu'ils vont devoir être pilotés. Et donc, on rentre sur une construction d'un silo de pilotage, de prise de décision basé sur la donnée. Et c'est quelque part quelque chose dont on parle énormément dans le monde de la data depuis de nombreuses années. Maintenant, ce qui est super en fait avec la thématique ESG, c'est que on sort de l'aspect purement technique, technologique de la chose et on le couple à une dimension vraiment business en fait, attachée à la réalité des choses. Et peut-être vraiment la conclusion sur cet aspect-là, j'entends souvent parler en fait de chances, d'opportunités associées en fait à la CSRD, à la réglementation. Et moi, je suis totalement convaincu qu'il y a des chances et des opportunités incroyables, mais ce travail en fait en amont à faire sur la compréhension de sa chaîne de valeur, la récolte de l'information, de la donnée, la transformation aussi un peu de la culture de l'entreprise, c'est vraiment ça qui va ouvrir en fait de nouvelles opportunités pour l'entreprise et pour les gens qui y travaillent. Et de se dire en amont, avant tout, où sont les opportunités, ça risque de pas fonctionner en fait. Il faut quand même faire un minimum de travail, de préparation en amont pour que les opportunités émergent. Mais elles sont là, elles existent. Et on a déjà énormément de sociétés, souvent plus petites, qui ont transformé des business models ou qui ont créé des nouveaux business models qui sont extrêmement innovants et très différenciants. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc, on s'approche à la fin du webinaire, mais il y a encore quelques points que je voudrais clarifier. Dominique, peut-être, on a parlé de l'analyse de double matérialité. Ça pourrait nous faire penser aussi à la gestion de risque. Ce sont la même chose ou on pourrait clarifier la différence s'il y en a une entre les deux? Oui. Alors, effectivement, souvent, on a tendance en fait à mélanger un peu ces deux aspects. Ils se complètent.
de manière peut-être très schématique, l'analyse de double matérialité est plus une approche top-down. La gestion des risques s'apparente plus à une approche bottom-up. Et c'est vrai que si l'analyse de double matérialité, c'est quelque chose qui va nous permettre de mieux comprendre les attentes de toutes les parties prenantes au sein de la chaîne de valeur, la gestion du risque est beaucoup plus décentralisée et va nous permettre en fait de construire justement une chaîne d'approvisionnement beaucoup plus résiliente. Et pour arriver en fait à cette résilience, il faut simplement mettre en place un système qui permette de régulièrement poser la question aux personnes en fait qui participent en fait à la chaîne d'approvisionnement et leur dire ok, est-ce que la volatilité, et on sait que la volatilité est un gros sujet avec le dérèglement climatique, a changé ces 6 derniers mois. Et en plus de poser la question, est-ce que la volatilité a changé, est-ce que vous voyez des risques nouveaux, on peut aussi leur poser la question, par exemple, est-ce que vous avez perçu chez votre fournisseur, chez votre concurrent sur ce marché, des incidents qui pourraient laisser penser qu'il risque de se produire quelque chose pour nous aussi. Et ce travail, en fait, de meilleure compréhension et de remontée de l'information associée, en fait, aux risques et aux incidents qui se produisent localement, vont également, d'une certaine manière, contribuer à enrichir l'information qui pourra être utilisée plus tard dans l'analyse de double matérialité. Donc, ce sont 2 instruments différents, mais très complémentaires. Très clair, merci beaucoup pour avoir clarifié. Et Gabriel, une autre clarification, quand on parle des évaluations de risque, on parle de risque brut et risque résiduel. Donc, oui. Si tu peux nous donner la définition de ces 2 termes et les mettre en rapport avec le CSRD. Oui, je vais donner un exemple. Quand on parle de risque, quand on traite de la question des risques en entreprise, tout de suite on se dit « Ah, il y a un risque, vite, il faut qu'on ait prévu des moyens de mitigation ». Et du coup, ce que l'on va reporter, c'est « Ah oui, il y a un risque, mais regardez, on a déjà fait ça et ça ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on est sur la CSRD, ce qui est important, c'est de regarder le risque brut, c'est-à-dire indépendamment de toute action que l'entreprise a pu avoir. On prend le risque en tant qu'une externalité qui arrive sur l'entreprise. Et le risque résiduel, c'est le risque une fois justement que l'on a traité un certain nombre de choses. Donc vous avez le risque brut, qui est cette externalité, qui doit être prise telle qu'elle et reportée telle qu'elle dans l'analyse, et le risque résiduel, qui est une fois que vous avez tenu compte des actions que vous avez entreprises. Voilà, j'espère que ça clarifie un petit peu. C'est très clair, très synthétique, très bien. Donc, j'arrive à la dernière question de notre webinaire. Peut-être, Gabriel, je commence par toi. Et en fait, c'est par rapport, quel est ton retour d'expérience par rapport à la manière de concevoir les multiples exigences extra-financières, donc le CSRD, des PEF, etc. Oui. GRI, taxonomie, et puis la liste n'est pas terminée. Alors oui, on peut se dire, mais attendez, vous me demandez tous la même chose et pourquoi vous n'êtes pas tous coordonnés pour qu'il y ait une seule demande et que tout ça soit bien synthétisé, bien propre, bien net. Ça, c'est la vie, hein. Il y aura toujours un passé, un présent, un futur, et puis des variations en fonction des endroits où on opère et des exigences liées à ces endroits. Donc la réponse, c'est la réponse face à ce contexte. C'est, j'ai envie de dire, c'est ne pas multiplier les demandes aux contributeurs, prendre le temps de penser les choses en amont pour se dire bon voilà, de quoi j'ai besoin. Est-ce que ça c'est la même chose que ceci? Est-ce qu'on me les demande à tel moment, mais peut-être que je peux grouper les choses et donc ne pas solliciter les contributeurs chaque fois qu'il y a un besoin parcellaire, mais essayer de regrouper ça de manière un petit peu intelligente. Le deuxième point, c'est par rapport à la structure des données. On en parlait un peu tout à l'heure, c'est que là, il y a une valeur extraordinaire à penser, à structurer son approche, à bien définir quelles sont les données dont on a besoin, et puis derrière, à disposer d'un outil pour les exposer de la manière conforme, d'une manière qui soit conforme à chacune des exigences réglementaires qui peuvent se poser à vous.
Voilà. Et donc, pour ça, ça suppose, encore une fois, de se donner un petit peu de temps pour prendre du recul et être un peu stratégique plutôt que de foncer tête baissée dans l'opérationnel. Merci beaucoup. Est-ce que, Dominique, peut-être tu veux ajouter quelque chose sur ce point ou... Oui, alors, je vais rajouter quelque chose qui donne un peu l'impression que je vais me répéter, mais c'est vrai que on sait faire ça depuis très longtemps. Les outils savent supporter ce besoin parce que, par exemple, si je prends un exemple à nouveau dans le monde financier, depuis de nombreuses années, on a dans certaines sociétés l'obligation de publier l'information financière selon différents standards. Donc, on va devoir, par exemple, publier au niveau du groupe selon le standard IFRS, s'il y a des financiers dans la salle. Et, par exemple, en France, on voudra publier selon un gap local, donc le gap français. Et l'idée de la solution technologique est de dire, je collecte en fait au niveau de détail suffisant, qui va me permettre ensuite d'agréger l'information de différentes manières, mais de manière virtuelle. J'aurai qu'une fois l'information, mais j'agrège de manière virtuelle selon différentes hiérarchies. Et ensuite, je pousse cette information dans le rapport. Donc, c'est la brique qu'on appelle en général Disclosure Management, qui se traduit peut-être pas vraiment en français, mais enfin, en tout cas, vous voyez ce que c'est. Et de cette brique Disclosure Management, on va vers aujourd'hui le fameux package XBRL qui permet justement à des machines de lire le résultat final. Et j'ai envie de dire, cette chaîne que je viens d'expliquer vraiment de manière très synthétique en 2 minutes, c'est l'automatisation de bout en bout du processus et c'est la capacité de publier, quel que soit le canal, quelle que soit la langue, avec une seule base d'information. Et je pense que c'est l'objectif ultime dans l'exécution pratique du processus, qui vient évidemment se compléter avec tous les objectifs plus stratégiques dont on a parlé avant. Donc, enfin, ma conclusion serait, tout ça, on sait le faire depuis très longtemps. Donc, ce serait dommage de réinventer la roue et de ne pas profiter finalement de cette expérience accumulée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos intervenants. Peut-être on pourra, c'était la dernière question, donc on peut peut-être partager les résultats du sondage qu'on a fait avec les 3 questions qu'on avait posées et faire un petit commentaire peut-être sur les dernières minutes qui nous restent du webinaire. En tout cas, n'hésitez pas. Alors, je vois bien, je vous laisse regarder, mais quel objectif vous êtes-vous donné en commençant votre projet CSRD? La plupart, je dirais le 80%, c'est faire le reporting attendu. Donc, c'est il faut le faire. Du début. Hein, c'est un approche un peu, il faut le faire. Vous ne nous surprenez pas. Donc voilà, et 20% il dit les 3 à la fois, donc au 15, je n'ai pas le choix. Faire le reporting attendu et mieux connaître et maîtriser ma chaîne de valeur. Donc, un 20%. La deuxième question, c'est pourquoi avez-vous commencé? Et 40%, à ça, on est presque. C'est chercher les données, 40%. Et en 40%, il nous dit nommer un pilote. Et en 20%, ils nous répondent une analyse de double matérialité. Ce jeu qu'on a évoqué. Voilà. Donc ça, c'était un peu plus partagé. Ici, on a quand même sur la 3e une préférence, on va dire, si vous avez choisi une solution logicielle, qui était la raison principale. Automatiser le processus de reporting de bout en bout, 67%, et 33%. C'est bon signe. C'est bon signe. Et c'est content. Et le 33%, il dit, j'ai fait tout avec Excel, Word et les outils de communication existants. Donc, c'est une des choses qu'on a discuté. Ouais. C'est encore un choix pour les entreprises. Vas-y. Voilà. Non, vas-y, je t'en prie. Peut-être une réaction rapide, hein, ça se comprend tout à fait. C'est-à-dire qu'on est dans un peu sur une terra incognita et on a envie d'être un petit peu agile et peut-être se dire, une fois qu'on saura, on va se lancer dans un outil. C'est une idée qui se comprend. Je pense que ça peut être une bonne préparation aussi pour être éduqué au moment justement de choisir cet outil et
Et on sait d'ores et déjà que les critères clés sont des critères de souplesse parce que les choses vont évoluer, de partage, de convivialité et de capacité à structurer la donnée pour avoir une bonne source. Je le dis peut-être à ta place, mais c'est comme ça que… Ouais, non, mais effectivement, mais juste pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que l'outil, il ne faut pas le voir non plus comme quelque chose de rigide. Parce que nous, ce qu'on aime bien proposer, c'est de dire, même dans la collecte des données, si une source n'est pas à disposition pour faire une intégration forte, on peut très bien en fait créer un formulaire qu'on va mettre à disposition où les gens peuvent rentrer les données manuellement, mais la piste d'audit sera totalement maîtrisée. Et le jour en fait où on a vraiment une source d'information qu'on aura mis en œuvre, ben on débranchera en fait la partie manuelle et on fera rentrer les données automatiquement dans l'outil. Donc l'agilité de l'outil et l'agilité du projet et l'agilité de l'équipe, c'est absolument clé pour la réussite à long terme. Oui. Parce qu'on est sur du long terme, en fait. Ah oui, elle est là pour rester. Je voulais juste réagir aussi sur la dernière question avec la priorité sur l'automatisation ou les outils existants. Oui. Juste attirer l'attention sur le fait que, je l'ai dit au début, mais la CSRD n'exige pas l'exactitude. La seule chose qu'elle exige, c'est la traçabilité des décisions prises. Et en fait, à la fois sur le processus et à la fois sur l'outil, ce qu'on doit en attendre, c'est d'abord ça. C'est d'abord la capacité à expliquer ce qu'on a fait. C'est un détail important. Ce qui est important, comme toujours, le chemin est aussi important que l'arrivée. Et là, d'autant plus. Donc, pensez à ça, à la fois dans votre processus et dans votre choix d'outils. Vous devez être capable d'expliquer ce que vous avez fait. Voilà. Et c'est ça qu'on vous demande. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci à vous d'être restés avec nous. On espère que le webinaire ça a été utile, ça vous a clarifié un peu les idées par rapport à ces directives européennes. J'ai vu que Sandra nous écrivait dans le chat, c'est vrai qu'on s'y perd un peu au niveau vocabulaire. Il y a beaucoup d'acronymes, des choses qui sortent tous les jours et c'est vrai, c'est difficile, c'est une challenge d'y rester derrière. Donc, je remercie encore nos intervenants. Merci, Sarah. Ah, j'ai vu qu'on a une question avant de… Avez-vous quelques outils CSRD à conseiller? Oui, alors, disons, je pense qu'une solution de type Talentia CPM est une bonne solution pour deux raisons. Et si vous cherchez d'autres outils, c'est les deux raisons en fait qu'il faut avoir en tête. C'est que, il vous faut une solution agile. Donc, il faut que vous soyez capable de changer le périmètre, de changer la profondeur, d'augmenter le nombre de participants, de récupérer des données manuelles, de récupérer des données de manière automatique. Il faut que tout ça soit très agile parce que dans les premières années, voilà, ça va se construire. Donc, l'outil, il doit permettre de faire ça. Et dans un deuxième temps, je l'ai aussi mentionné, le lien avec le pilotage de l'entreprise, CPM, est clé aussi, puisqu'en fait, il n'y a pas qu'un seul objectif de faire du reporting. Le deuxième objectif qui vient juste derrière, c'est d'avoir un projet de transformation et d'embarquer en fait au minimum tous les employés de la société dans la dynamique de transformation. Et pour ça, en fait, il faut une solution de pilotage. Donc, la solution de reporting et la solution de pilotage doivent être très fortement couplées. Donc ça, c'est les deux recommandations que je ferai dans le choix d'un outil. Merci beaucoup. Donc, je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, il nous reste seulement vous souhaiter une très belle journée et une bonne continuation de semaine. Et merci beaucoup d'être resté avec nous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée.